Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et ex-bras droit de François Fillon pendant la campagne. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Olivier Galzi. Si vous aviez eu à voter aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisque vous êtes sénateur, mais si vous aviez eu à voter la confiance, qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne l'aurais pas voté. Je ne l'aurais pas voté. Non ou abstention? Vraisemblablement non. Il y a des choses, tout n'est pas à rejeter évidemment. Je pense qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont tellement généraux qu'on ne peut qu'y souscrire. Quand on dit on va faire baisser la dépense publique. Il ressemble surtout à ceux de François Fillon. Non, la méthode est très très différente. Non, pas du tout. Parce que je pense par exemple sur la dépense publique. Le Premier ministre a eu des mots très très forts. Il a même dit que la France avait une addiction à la dépense publique. Et il a employé le mot de désintoxication. C'est pas rien comme mot. Eh bien, quand vous relisez ce discours, vous n'avez que des dépenses supplémentaires. À aucun moment, vous ne voyez où sont les économies. Il donne des chiffres quand même. Baisse de 3 points des déficits, même sur les impôts d'ailleurs, baisse d'1 point, soit l'équivalent de 20 milliards d'impôts qui sera rendu aux Français. Il y a quand même eu un chiffrage global. Pas de détails, mais global. Ça ne vous inspire pas confiance? Non, parce qu'il faut être très précis. On n'est plus sur le discours du Congrès. Je comprends que le président de la République se situe à une certaine hauteur. Il a tenu des propos très très généraux, mais il n'est pas chef de gouvernement. Quand on est chef de gouvernement, il faut qu'on puisse montrer un chemin très concret. Il a les mains dans le cambouis, comme on dit. Alors, justement, sur les économies, il a dit, effectivement, il y aura cet objectif de 3 points de PIB. Peut-être. Mais en même temps, il nous a dit qu'il aurait un plan de dépenses de 50 milliards. Voilà, d'investissement, mais de fonctionnement aussi. La formation professionnelle, c'est du fonctionnement. Il a dit qu'il y aurait un service militaire. Vous savez, 1 mois, qui pour moi sont des colonies de vacances encadrées par des militaires qui ont autre chose à faire, ça coûte 30 milliards, etc. etc. Donc, pour vous, l'équation est intenable? L'équation actuellement est intenable. Elle est tellement intenable d'ailleurs qu'ils ont fait mine de découvrir que François Hollande leur avait déposé des cadeaux empoisonnés. En fait, le budget avait été truqué. Le Sénat n'avait pas voulu examiner, il y a quelques mois, il y a 7 mois, la deuxième partie du budget, parce qu'on avait indiqué qu'il y avait des dépenses qui étaient sous-estimées et des recettes qui étaient surestimées. Ça, c'est pas de la faute ni d'Édouard Philippe, ni d'Emmanuel Macron. Sauf qu'un certain nombre de gens de sa minorité, de gauche d'ailleurs, ont voté d'ailleurs ces budgets. Donc ils savaient parfaitement qu'ils étaient mal partis. Et là, je pense que le mur de la dette va être un problème pour le gouvernement. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque les impôts, c'est maintenant. Par exemple, la CSG, pour des millions de retraités, et pour d'autres aussi. Le diesel, pour tous les Français qui n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir d'achat, qui ont une voiture diesel, il faut qu'ils s'attendent à ce qu'à chaque fois qu'ils prennent un plein d'essence à 60-65 €, ils doivent en rajouter 10 ou 15 avec la fameuse taxe de M. Hulot. Donc d'un côté, on a des impôts, mais de l'autre, les économies et surtout, ce qui avait été promis sur la fiscalité du capital, c'est important pour l'investissement des entreprises. Reporté. Oui, mais voyez, c'est là le problème. On comparait les différentes méthodes. On a appris avec François Hollande que pour faire des réformes en France, on a quelques mois pour le faire. Si on ne les fait pas tout de suite, on ne les fait jamais. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que ce discours de politique générale, c'est l'enterrement du quinquennat? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, mais je pense que ça ressemble à un enterrement d'un certain nombre de promesses, oui, parce que quand on, si vous voulez, amorce une marche arrière, si j'ose dire, dès maintenant, on peut se demander si les promesses, les engagements qui avaient été tenus pendant la campagne seront adoptés pendant le quinquennat. Avant de faire cette interview, j'ai quand même revu le programme de François Fillon, votre candidat de l'époque. Il y a énormément de points communs. On en prend quelques-uns. François Fillon proposait la suppression de l'ISF. Il y aura une réforme. Il proposait de réduire les dépenses publiques. Ça sera fait dès cette année. Il y aura même pas plus de dépenses publiques l'année prochaine que cette année. C'est du jamais vu en France depuis très longtemps. Il proposait de faire une réforme du bac. Ce sera fait. Et vous votez pas la confiance. Est-ce que c'est pas de la posture? On va se dire les choses franchement. Non, sur la réforme du bac, ça va dans le bon sens. Je pense que le ministre Blanquer a déjà donné un certain nombre de signaux qui sont positifs. Sur l'université, idem. Mais la réforme du bac, vous savez bien, il y a autre chose à faire. Il faut introduire à l'université, si on ne veut pas sélectionner par l'échec, il faut une sélection et une meilleure orientation bien avant. C'est une évidence. Et pour l'instant, on n'en parle pas. Vous me parlez par exemple de l'ISF. En réalité, M. Macron veut exonérer tous ceux qui ont des valeurs mobilières, des actions. Et il veut pénaliser ceux qui détiennent de l'immobilier. Voilà, c'est pas ce que proposait François Fillon. Parce que c'est de la rente, dit-il. Ça n'est pas. Mais attendez, le secteur du logement a été un des plus atteints par la crise. Moi, je connais dans nos régions, dans nos départements, des entreprises artisanales de bâtiments qui ont beaucoup de le relancer justement, de faciliter les permis de construire, de les mettre au niveau de l'agglomération de communes. Mais ça, c'est toujours et en même temps.
C'est assez contradictoire. Voilà. C'est exactement comme la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, les Français devaient en bénéficier dès l'an prochain. En réalité, ça va être repoussé. En même temps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les communes garderont finalement cette ressource. Bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, la ressource, si elle ne vient pas du contribuable local, elle viendra du contribuable national. Vous voyez, il y a des contradictions qu'il faudra éclaircir. Et moi, j'attendais de ce discours de politique générale un éclairage, un éclaircissement. Alors, majorité d'abstention au groupe Les Républicains à l'Assemblée. En écoutant le chef de groupe, on avait quand même un peu le sentiment que ce refus de voter la confiance, il relevait plutôt, j'allais dire, du règlement de compte personnel. Vous l'avez entendu? On le réécoute. Monsieur le Premier ministre, l'heure est venue pour moi de saluer votre nomination. Vous féliciter car je n'oublie pas que le jour qui précédait votre nomination, j'étais encore votre président de groupe. Alors, ces félicitations auraient certes été plus spontanées, plus vives, plus émues aussi, si vous n'aviez pas quitté votre famille politique dans ces conditions. Mais, autre temps, autre mœurs. Je voulais vous livrer cette vérité, Monsieur le Premier ministre, parce que cela restera pour moi une vraie blessure. J'espère, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions, qu'en vous regardant dans la glace, il vous arrive de songer à vos anciens collègues dont votre nomination a contribué à la perte. On est d'accord, c'est un règlement de compte personnel, là. Non, ce n'est pas un règlement de compte personnel. Christian Jacob, il est le patron des Républicains à l'Assemblée nationale. Et il a vu, comme moi, des amis très proches qui ont fait un excellent travail, qui ont été battus. Battus souvent par des candidats, sans doute étaient-ils tout à fait valables, mais qui n'étaient pas du tout connus, qui ont dû d'ailleurs, pour se faire connaître, sur leur affiche, mettre la photo d'Emmanuel Macron. Sinon, ils n'étaient pas élus. C'est l'étiquette qui les a fait lire. Et devant ces députés qui ont été battus, je pense qu'il le dit d'ailleurs, il parle de blessure. Il est évident que si Emmanuel Macron a appelé un homme de la droite et du centre comme Premier ministre, ce n'était pas pour conforter nos députés, ce n'était pas pour aider les Républicains à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'était au contraire, il l'avait dit lui-même, je le mets entre guillemets, pour déstabiliser la droite. Et c'est ce qu'a voulu dire avec ces mots. Mais des mots... Regrettez le choix des mots? Je ne regrette rien du tout. Ça, c'est violent? Non, je ne regrette rien du tout. Il a exprimé une blessure. Et je comprends parfaitement la douleur d'un homme qui a perdu au combat, qui a perdu un certain nombre de troupes, en grand nombre, et parce que, justement, certains de nos amis ont rejoint Emmanuel Macron juste avant, justement, ce combat des législatives. Alors, au résultat de ce vote de confiance, on a eu 370 pour, 129 abstentions. C'est un record sous la 5e. C'est dû à la position des Républicains. 67 contre seulement. Ça aussi, c'est un record. Très peu de votes contre. En gros, il y a beaucoup d'adhésions d'un côté, une très petite opposition. Et puis, cette abstention qui n'est pas une opposition. Une abstention, ce n'est pas une opposition. Quelle est la lecture qu'on peut avoir d'une opposition du groupe Les Républicains? On n'est ni dans l'opposition, ni dans l'adhésion. Je pense que c'est la nature. Et si j'avais dû voter, je me serais sûrement interrogé. Parce que quand Vous avez dit contre au début de l'interview. Mais voilà, je n'ai pas eu à voter. Et en réalité, vous savez, quand on a un bulletin de vote, on réfléchit, et on pèse pour le contre, l'abstention. Mais quand moi j'ai écouté, c'était M. Collomb qui a lu, en même temps que le Premier ministre lisait à l'Assemblée nationale, qui a lu au Sénat. Et quand j'ai entendu, je me suis dit, bon, il y a pas mal d'objectifs qu'on peut partager, mais en réalité, il n'y a aucun moyen qui est affiché. Et c'est ça. Et je pense qu'un certain nombre de mes amis se sont dit, bon, il y a des objectifs, on peut se reconnaître. Évidemment, par exemple, les équilibres des comptes sociaux. On est tous pour. La baisse de l'impôt, on est pour. La baisse des dépenses publiques, on est pour. Oui, mais comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Et malheureusement, il n'y a pas, si j'ose dire, cette méthode-là. Et je crois que, autant encore une fois pour le président de la République, c'est normal, c'est naturel, je pense que le rôle du Premier ministre, c'est de nous dire, alors peut-être qu'il a voulu pour l'instant cacher les effets qui seraient les plus difficiles pour les Français. J'imagine que c'est la raison. Il y a eu un vote pour chez les Républicains, il faut l'exclure. Lequel? Il s'appelle Mansour Kamardine. Non, mais on va pas... Député Les Républicains. Non, mais juste pour savoir, on a le droit de voter pour?
et rester Bien aux sûr, Républicains? Bien sûr, Oui. bien sûr. Moi, Ce n'était pas la recommandation du groupe. Hein. Non, non, mais vous savez, alors, moi je préside un groupe, le groupe Les Républicains au Sénat, 144 sénateurs. Il m'est bien souvent arrivé que le groupe prenait une position sur un texte et que j'avais des sénateurs qui s'abstenaient ou qui votaient l'inverse du groupe. Alors au Sénat, évidemment, on a une tradition d'indépendance et de liberté et j'ai toujours laissé la liberté à chacun de mes sénateurs. Jamais je n'ai pris dans mon bureau entre quatre yeux, un de mes sénateurs pour dire, écoute, qu'est-ce que tu as fait là par rapport à ce que j'avais dit qu'on pourrait faire? Donc vous êtes plutôt pour être conciliant avec celui qui a voté pour. Est-ce que ça veut dire que vous voulez être aussi conciliant avec les Républicains constructifs qui ont voté pour certains, pour un tiers d'entre eux? Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une stratégie d'exclusion globale. Voilà. Je pense que certains, sans doute, ne se retrouvent pas du tout dans notre famille politique. Il faut en tirer les conséquences, c'est tout, parce qu'ils ont posé des actes qui sont des actes. Il faut une clarté. Je pense qu'en même temps. Mais c'est à eux de les tirer ou c'est à vous de les tirer par une exclusion éventuelle? C'est aux deux. C'est aux deux. Donc il faut les exclure, c'est ça que vous nous dites? Parce que c'est contradictoire avec ce que vous veniez de dire juste avant. Non, ce n'est pas du tout contradictoire. Je dis simplement qu'il ne pouvait pas y avoir une mesure générale, que chaque cas devait être examiné en fonction des actes que les uns et les autres ont posés. Mais on ne peut pas, en tout cas, rester dans des contradictions. C'est pas un pied dehors, un pied dedans, à un moment donné. Il faut être clair. La droite et le centre ensemble, c'est fini, c'est terminé, Ah non, ça? c'est pas du tout ce que ça veut dire. Moi, je pense que, regardez, d'ailleurs, il y a beaucoup de centristes qui se sont abstenus, comme il y a beaucoup Vous de l'avez dit il y a républicains. quelques jours, il me semble, on a construit sur du sable. C'était du sable, peut-être dans une interview que j'ai lue récemment dans Valeurs Actuelles. On a construit sur du sable cette idée de la droite et du centre ensemble. Ça ne pouvait pas fonctionner. Non, j'ai simplement dit qu'on a construit une maison commune qui est devenue une auberge espagnole. Et qu'à chaque fois, on est parti dans des guerres d'ego parce qu'il fallait répondre, par exemple, à une échéance présidentielle. Il fallait tout de suite désigner celui qui porterait nos couleurs. Et on a oublié de parler du fond. Je ne suis pas comme certains de mes amis qui considèrent qu'il faut se réduire pour être plus fort. Je pense que la politique, c'est essayer d'agréger autour de soi des gens qui ne pensent pas forcément exactement la même chose, mais il faut un socle commun. Donc, malgré tout, il faut quand même un socle commun. Donc on est d'accord, vous êtes très content d'être dans le même parti que Thierry Solère, par exemple? Non, je pense que Thierry Solère, d'ailleurs, il a fait une campagne. Attendez, je ne comprends pas. Vous dites qu'il faut qu'on ait un socle commun et qu'on Je pense que ce pas. socle commun n'existe plus avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Écoutez, avec cette affaire de la questure, c'est très très peu élégant. Et encore une fois, il faut avoir la clarté de ses convictions. Je pense qu'avec un certain nombre de nos amis sénatrices, au Sénat, le groupe Les Républicains n'a pas la majorité à lui seul. Sur chacun des textes, il a fallu trouver des points d'équilibre avec le groupe centriste. Et nous les avons trouvés. Cette majorité, elle ne nous a jamais manqué. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut être fort sur ses convictions, mais en même temps, essayer de s'élargir à chaque fois que l'on peut, mais sur des bases claires, c'est tout. Il y a plusieurs lignes quand même chez les Républicains. La vôtre, c'est le non, si j'ai bien compris. Le non aujourd'hui à l'Assemblée, c'était 23 députés. Ça ne va pas très loin. Vous êtes 100 à l'Assemblée, 23 qui sont sur la ligne du non. À qui appartiennent les Républicains? À ceux qui disent non, à ceux qui disent abstention et qui sont et chez les Républicains et chez les constructifs républicains, ou à ceux qui votent la confiance chez les constructifs? Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai proposé, justement, plutôt que de se précipiter, pour le Parti Les Républicains, à voter pour un nouveau président. Ce que je souhaite, moi, c'est des états généraux de la refondation. Normalement, c'est à l'automne. Normalement, c'est à l'automne. Ouais. Malheureusement, alors, il y a en plus des élections sénatoriales en septembre. Je ne veux pas que l'élection sénatoriale soit prise en otage, mais seulement, je veux qu'on ne reparte pas. C'est pas une prise en otage, un débat? Justement, moi, je veux le débat. Je veux le débat, mais un débat de fond. Parce que chez nous, très vite, les débats tournent à la guerre des égos. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire élire des gens après, avant d'avoir eu le débat? Enfin voilà. Non, bien sûr que non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va refaire l'erreur qu'on a faite en 2012. En 2012, on est tout de suite parti sur la guerre des chefs, avec François Fillon d'un côté et puis Jean-François Copé de l'autre. Et là, on s'apprête à faire la même chose. Une guerre d'ego, ça veut dire quoi? Partir dans l'élection d'un président, ça veut dire personnaliser à l'extrême. Ça veut dire que chacun va essayer de se distinguer, de se singulariser, de faire ressortir sa différence. Et donc, par conséquent, on aura des plaies nouvelles qui vont s'ajouter sur des plaies anciennes. C'est la raison pour laquelle je pense que moi, il faut d'abord partir des idées. C'est-à-dire, quel est l'idéal que nous, la droite, mais peut-être aussi le centre, on veut représenter, on veut porter vis-à-vis des Français. On reconstruit ce que nous sommes,
voilà, notre propre identité sur le plan intellectuel, sur le plan des convictions. On essaie d'aller demander à nos militants, à nos sympathisants, qu'est-ce que vous voulez, avant qu'on se précipite pour désigner celui qui pourrait être le prochain candidat à l'élection présidentielle, parce que ça sera ça derrière. En 2022, vous vous rendez compte, alors qu'on a demandé aux Français, aux militants de voter avec les primaires depuis des mois, depuis plus d'une année. Moi, je pense qu'il faut aller devant, sur le terrain, les militants, les sympathisants, en leur disant quel mouvement politique voulez-vous, sur quelle ligne, avec quelle organisation. Une organisation qui est très parisienne, une organisation qui est hyper personnalisée ou autre chose. Je pense que le temps du grand changement, il est venu. On part des idées plutôt que de partir des égos. On me le dit à l'instant, l'information vient de tomber dans le Parisien. Les enfants de François Fillon, dans l'affaire des emplois fictifs présumés, échappent à la mise en examen et sont placés sous statut de témoin assisté. Une réaction? Aucune réaction. J'observe simplement, parce que je l'ai écouté hier à Versailles, que le président de la République a eu une très très longue tirade, vous savez, sur la présomption d'innocence. Eh bien, voilà, la présomption d'innocence, elle vaut pour tout le monde. Malheureusement, elle a été foulée aux pieds. François Fillon a gardé, enfin son parti, son micro-parti, Force républicaine, dont vous êtes membre, a gardé, j'allais dire, le reste de la cagnotte. 3 millions d'euros, semble-t-il, que le parti Les Républicains lui réclame désormais. Il faut rendre cet argent aux Républicains. Vous êtes d'accord avec le parti? C'est au parti qu'il appartient? D'abord, ce n'est pas François Fillon, c'est Force républicaine qui a fait des demandes de dons. Et il y a eu des donateurs qui ont donné donc, pour Force républicaine. Première chose. Deuxième chose, le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a eu une excellente initiative. Il a chargé, justement, l'ancien président de la Commission des Finances, qui est Gilles Carrez, de lui faire un audit. Il nous reste 30 secondes. Il faut qu'il rende l'argent au parti ou pas? Non, il faut... écoutez, c'est l'audit qui le dira. Voilà, il y a un arbitre, un juge de paix. Et selon... Il a eu des dons parce qu'il a été élu de la primaire. La primaire a été organisée par le parti. Est-ce que cet argent ne revient pas au parti? Non, mais je vous pose la question. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Retailleau? C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Vous avez un avis? Il y a Bernard Accoyer. Non, moi je m'en tiendrai. C'est quoi votre avis là-dessus? Je m'en tiendrai à l'avis de Bernard. Non, pas de Gilles. Non, c'est Gilles Carrez. Non, parce que je ne me suis pas, croyez-moi, j'ai eu beaucoup de choses à faire pendant l'élection présidentielle. Et je ne m'occupe pas de finances. Et donc, ce que je demande, c'est qu'il y ait un arbitrage et qu'en revanche, Force républicaine ou les Républicains se conforment à l'arbitrage. Et il ne saurait y avoir de questions financières entre nous. C'est une évidence. Et il faudra la traiter avec rigueur et précision. Merci, M. Retailleau, d'être venu répondre à nos questions ce soir. On se retrouve pour le grand décryptage avec nos invités. On revient sur ce discours de politique générale, cette feuille de route. Que faut-il en retenir? On voit ça juste après la pause. À tout de suite.